Corrigeons maintenant l'exercice 2.1. Donc, reprenons l'équation du circuit RC, qui est la suivante. Dans l'énoncé, on note que l'entrée est E de t et la sortie est Q de t. Donc, nous obtenons cette équation différentielle. Pour déterminer la réponse impulsionnelle, il suffit de définir comme entrée l'impulsion de Dirac. Ensuite, nous pouvons faire la transformée de Laplace à gauche et à droite. Donc, la transformée de Laplace de Dirac donne 1. Les conditions initiales sont supposées nulles, donc nous trouvons que y de s est égal à ceci. D'après le formulaire, nous obtenons que y de t est égal à ceci. Pour déterminer la fonction de transfert, nous pouvons repartir du y de s déterminé ici. Donc la fonction de transfert est égale à y de s sur u de s. U de S ici vaut 1 puisque c'était U de T est égal à Dirac, donc la transformée de Laplace de Dirac valait 1. Donc ici, on peut déterminer que la fonction de transfert est égale à Y de S et donc est égale à celle-ci. Je rappelle que la constante de temps, c'est ce qu'il y a devant le S ici, quand on a bien quelque S plus 1. Ici, ça doit bien être 1. Donc, qu'est-ce qu'on a devant le S ici? On a RC, donc la constante de temps est égale à RC. On va déterminer les pôles. Donc, quand est-ce que le dénominateur est égal à 0? Quand S est égal à moins 1 sur RC. Et on voit que par rapport aux constantes de temps, on a moins 1 sur taux. Ça nous sera utile pour la suite du cours. Ici, il n'y a pas de 0 car le numérateur ne sera jamais nul. Pour déterminer la réponse fréquentielle, nous pouvons commencer par déterminer le gain statique qui est la fonction de transfert quand S est égal à 0 et donc qui vaut C. Nous remplaçons S par j oméga, ce qui nous donne ceci. On multiplie par le conjugué pour pouvoir simplifier le dénominateur. Donc on voit qu'ici on a le dénominateur ici fois l'autre dénominateur. Ici, ça fait une belle identité remarquable. A plus B facteur de A moins B est égal à A carré moins B carré, ce qui nous donne ceci. Ensuite, je me permets d'isoler la partie réelle et la partie imaginaire. Un petit rappel sur les nombres complexes. Donc, si on a z qui est égal à sigma plus j oméga, on a une autre représentation de z, r cos θ plus j sin θ, et une troisième représentation qui est égale à r exponentielle de jθ. Comment on trouve θ? En faisant la tangente, donc un θ est représenté en fait ici, par exemple, si notre nombre complexe se trouve ici, θ est représenté ici. Et donc la tangente qui est l'opposé sur l'adjacent, donc le côté opposé sur le côté adjacent. Donc l'opposé, c'est bien ce qu'il y a en imaginaire, donc ce qu'il y a en imaginaire, et l'adjacent, ce qu'il y a en réel. Donc ce qu'il y a en imaginaire, c'est bien oméga, et ce qu'il y a en réel, c'est bien sigma, d'après cette équation. Donc, pour trouver θ, on fait la tangente moins 1, mais ça, c'est uniquement si notre partie réelle est positive. Si maintenant la partie réelle est négative, alors on est de ce côté-ci. Et là, pour le déterminer, on va faire pi, donc tout ça, moins l'angle rouge de tout à l'heure. Attention à inverser le signe de la partie réelle. Le module qui en fait représente la longueur de ceci, si mon nombre se trouve ici, la longueur de ceci, qui est simplement, si on voit notre petit triangle rectangle, avec ici c'est oméga, ici c'est sigma. Donc c'est un petit Pythagore qui dit que c'est racine de sigma carré plus oméga carré. Et c'est noté module comme ceci. On rappelle simplement les propriétés. Si on a un nombre complexe de cette forme-là, Z1 égale Z2 sur Z3, pour calculer l'argument, on va faire argument de Z2 moins argument de Z3. Pour le module, par contre, ça reste bien une division. Voilà pour le rappel. Donc, nous pouvons maintenant déterminer le module et l'argument de notre nombre, de celui-ci. Donc, on va partir de f de j de oméga. Et je vous conseille de partir de cette forme-ci pour faire les calculs. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, on va partir de cette forme-là pour calculer le module et l'argument. Donc, c'est une fraction, donc on va faire le module du dessus sur le module du dessous. Donc là, c'est racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, sans le j, attention, sans le j, sinon on va avoir un mot. Pour le calcul de l'argument,
il va falloir faire l'argument du dessus moins l'argument du dessous. L'argument du dessous, il va falloir s'assurer que la partie réelle est positive. Donc l'argument du dessus, argument de C, donc si on fait notre cercle, C se représente ici, que c'est que une partie réelle, donc l'argument de C fait bien 0. Tac, 0. Et l'argument de 1 plus RC J oméga, donc la partie réelle, elle vaut 1, donc elle est bien positive, donc on est quelque part dans le cercle ici, et on doit calculer ceci. Donc, arc-tangente de partie imaginaire, sans le J, toujours, sur partie réelle. Donc voilà. Pour déterminer la représentation en variable d'état, soit on utilise les formules que l'on a vues au cours, soit on fait comme je vais vous le montrer. Et moi, je préfère nettement cette manière parce que ça évite d'apprendre des formules pour rien. Donc on part de notre équadif du départ. On va poser donc notre entrée qui est E, notre sortie qui est Q, et on prend toujours comme première variable d'état notre sortie. Et si on doit en prendre une deuxième, on prendra notre sortie dérivée. Ce sera le cas dans l'exercice 2.2. Donc le but est de trouver ceci. Donc on va partir de cette formule-là. Donc on va partir de cette formule-là et on obtiendra ceci. Ici, je n'injecte pas de y parce que si on voit notre formule que l'on veut obtenir, c'est avec du x, du x', donc ne pas intégrer de y. Y simplement est égal, on le voit bien ici, y est égal à q de t, donc c'est aussi égal à x de t. Donc on aura notre deuxième équation, c'est facilement fait. Donc ici, maintenant, il ne nous reste plus qu'à isoler le x' puisqu'on veut du x' égal. Et donc, on aura x' est égal à moins 1 sur RC de x plus 1 sur R de U. Donc là, on a trouvé notre représentation en variable d'état. Donc celle de l'exercice 2.2 sera un petit peu plus compliquée puisqu'il y aura deux variables d'état, x1 et x2. Donc pour calculer qu'on appellera lambda de la matrice A, ce sont les solutions de l'équation ici. Donc on va commencer par calculer lambda in-a. Je rappelle que in est la matrice identité avec des 1 dans les diagonales et qui a la même taille que A. Donc ici, A, ce n'est pas une matrice, donc ça va simplement faire lambda fois 1 moins A. Donc lambda plus 1 sur RC. Donc on va regarder quand est-ce que lambda plus 1 sur RC est nul. Et elle est nulle quand lambda est égal à moins 1 sur RC. Donc on se rend compte que les valeurs propres, ce qu'on a trouvé ici, c'est équivalent au pôle du système. Voilà, vous avez tout le nécessaire pour réaliser l'exercice 2.2.